Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez Radio Diolsare. Donc, nous avons comme invité le président, le candidat aux élections présidentielles, Ali Ngouille Ndiaye. Donc, monsieur le président, si vous pouvez vous présenter et saluer les gens. Nous savons que vous êtes aux États-Unis, vous êtes actuellement à New York pour rencontrer les gens de la communauté sénégalaise. Donc, si vous voulez vous présenter, on va continuer à nos questions. Merci beaucoup. Je m'appelle Ali Ngouille Ndiaye. Comme vous l'avez si bien dit, je suis né au Sénégal, précisément à Linguère, il y a un peu moins de 60 ans. J'ai été formé à l'école publique sénégalaise, notamment au Sénégal, jusqu'à de 1970 à 1988. J'ai été formé à l'école polytechnique de Thiès pour être ingénieur en génie civil, et j'ai travaillé également à la Banque de l'Habitat du Sénégal quelques années avant de venir ici aux États-Unis, étudier à Chicago, notamment à l'Institut de technologie de l'Illinois, où j'ai décroché mon MBA en fin 93, et je suis reparti en 94 au Sénégal, et j'ai travaillé pratiquement pendant tout le reste de ma carrière jusqu'à ce que je rentre en politique à la Banque de l'Habitat du Sénégal. C'est une banque qui m'a vraiment permis d'être en contact avec la diaspora sénégalaise. Et en 2007, j'ai négocié mon départ de la Banque de l'Habitat pour aller faire de la politique, d'abord par le biais d'un mouvement pour la renaissance du Jolof, où j'ai été candidat malheureux en 2009 aux élections municipales de Linguère, et à la veille des élections présidentielles de 2012, j'ai accompagné le président Macky Sall pour la conquête du pouvoir. Il a gagné et puis il m'a mis dans son gouvernement. Quand je cumule ma présence dans le gouvernement à 4 postes différents, j'ai cumulé 9 ans et demi. D'abord au ministre de l'énergie et des mines, ensuite au ministre de l'industrie et des mines, ensuite au ministre de l'intérieur et enfin au ministère de l'agriculture. Comme ministre, voilà, j'ai quitté le gouvernement et également le parti lorsque le président Macky Sall a choisi comme candidat de Benno M. Amadouba, le premier ministre actuel du gouvernement du Sénégal. Voilà. Ok. Donc, nous savons que vous êtes actuellement à New York. Donc, l'objet de votre visite à New York, c'est sur le plan politique, n'est-ce pas? Parce qu'on Oui, sent... tout à fait, tout à fait. Je suis à New York depuis 3 jours maintenant pour rencontrer la communauté sénégalaise, que j'aurais bien aimé rencontrer d'ailleurs dans les autres États, mais peut-être le temps est en cours. Vous savez actuellement le processus électoral est très avancé. Nous sommes à moins de 2 mois des élections, donc je suis venu juste faire un tour à New York. Après, je devrais repartir dans les autres pays, notamment l'Europe, pour discuter avec la diaspora, et certainement d'ici le début de la campagne également en Afrique, pour parler avec les Sénégalais, prendre, disons d'abord m'imprégner de leurs préoccupations. Il y en a certaines que je connais déjà à travers les différents postes que j'ai occupés, que ce soit dans le gouvernement ou avant, dans une vie antérieure. Et également, mais aujourd'hui, il y a des phénomènes nouveaux qui sont là. Discuter avec les Sénégalais de leurs préoccupations, voir ensemble également comment, une fois élus, on mettra des dispositions pour prendre en charge ces préoccupations. C'est valable donc pour les Sénégalais de l'intérieur comme des Sénégalais de l'extérieur, qui aujourd'hui jouent un rôle extrêmement important dans la vie au Sénégal, notamment avec le soutien d'abord des familles, ensuite avec les investissements qu'ils font, et également avec le soutien qu'ils font aux différentes collectivités territoriales de provenance. Ok, monsieur le Président. Donc, notre question est celle-ci. La liste de vos qualifications est très longue, mais pour ceux qui veulent savoir pourquoi vous êtes candidat, quelles sont les conditions, quelles sont les qualifications qui font de vous, monsieur le Président, le meilleur candidat au Sénégal, aux élections sénégalaises dans le mois de janvier ou dans l'année 2024. Pouvez-vous nous donner Je pense que la première qualification pour diriger un pays, c'est d'abord la volonté de le faire, également ses dispositions personnelles de pouvoir diriger. Je considère aujourd'hui que je suis un candidat qui peut assurer la réconciliation suite à tous ces problèmes qu'on a connus au Sénégal, notamment ces 3 ou 4 dernières années.
Je suis également, comme j'ai dit, mon cursus, je considère que j'ai les qualifications professionnelles et techniques et j'ai également l'expérience aujourd'hui parce que quand on dirige le ministère, beaucoup de ministères qui vous mettent en rapport avec les populations, parce que j'ai dirigé le ministère de l'énergie, j'ai dirigé le ministère des mines, mais j'ai surtout dirigé le ministère de l'Intérieur pendant 3 ans et je pense que tout le monde se souvient de comment ça s'est passé pendant que j'étais à l'intérieur. C'est moi qui ai organisé l'élection présidentielle de 2019 qui s'est passé sans aucune contestation. J'ai également dirigé tout récemment le ministère de l'Agriculture qui m'a remis en contact avec tous les Sénégalais partout où ils puissent se trouver et grâce à Dieu, nous avons eu cette année un bon hivernage. Donc je considère que j'ai les qualifications, j'ai également aujourd'hui des qualités qui me permettent de pouvoir assurer la réconciliation de tous les Sénégalais. Donc, Monsieur le Président, si vous êtes élu président du Sénégal, donc on le souhaite, est-ce que votre programme en tant que président du Sénégal sera une continuation de vos par exemple, on sait que dans votre introduction, vous avez dit que vous avez travaillé dans le gouvernement, donc Macky Sall, vous étiez ministre, donc vous avez fait votre carrière pendant 9 ans. Donc, est-ce que toutes ces réalisations faites pendant que vous étiez membre du gouvernement, membre de ce parti, si vous serez le président élu du Sénégal, est-ce que ce sera une continuation de ces programmes-là ou bien une nouvelle direction que vous donnez au Sénégal parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ces réalisations? Non, ça ne sera pas une continuité. La raison est simple. Vous savez, dans toute politique publique, quand vous faites un programme d'investissement public et que après 10 ans d'exercice, vous devez quand même évaluer. Aujourd'hui, si nous évaluons, on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés. Parce que les politiques publiques, on les applique pour que les populations également s'y retrouvent. Quelle est la situation actuelle du Sénégal après 10 ans d'application de ces politiques publiques, notamment du plan Sénégal émergent? Je ne dis pas que tout est négatif, loin de là. Mais aujourd'hui, la situation, elle est là. Du nord au sud, d'est en ouest, les Sénégalais vivent difficilement. La vie est devenue extrêmement chère au Sénégal. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord et nous sommes conscients là-dessus aujourd'hui. Nous avons également remarqué qu'au bout des 10 dernières années, le taux de chômage a pratiquement doublé. Vous savez, il y a un contraste. Le Sénégal est peut-être l'un des rares pays où vous pouvez avoir un taux de croissance qui augmente chaque année. On a une moyenne de taux de croissance de 6,5% par an et même malgré ça, le chômage continue. Le chômage augmente. Je ne dis pas continue, il augmente d'une année à une autre. Aujourd'hui, et vous l'avez vu avec la vague de jeunes Sénégalais, nous devons aujourd'hui réorienter les investissements publics dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche. On n'en a pas fait du tout suffisamment pour permettre aux Sénégalais de trouver du travail et pour permettre aux Sénégalais de faire reculer la pauvreté. Nous allons faire une rupture à ce niveau, une rupture extrêmement importante. Tenez-vous bien, au Sénégal, pratiquement tout ce que nous mangeons, d'est en ouest, du nord au sud, nous l'importons. Si vous prenez les 10 produits que nous importons, premièrement, d'abord c'est le riz. Nous importons plus de 1,3 million tonnes de riz. Et pourtant, vous savez très bien que dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a suffisamment de terre, il y a suffisamment d'eau et il y a également la volonté de produire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 10 produits dont je parle nous coûtent au moins 1056 milliards. Donc on dépense 1056 milliards pour développer l'agriculture de d'autres pays. Et nous avons les potentialités pour le faire. Je pense qu'il faut faire une rupture et investir dans notre pays, dans l'agriculture, dans l'industrie, parce qu'il faut produire d'abord, transformer ensuite. Il faut également investir dans l'artisanat, parce qu'au Sénégal, nous avons presque 4 millions d'artisans. Aujourd'hui, nous avons donc l'essentiel des gens qui travaillent au Sénégal, ils sont dans l'artisanat. Et vous voyez, le budget du ministère de l'artisanat est à peine de 8 milliards. 8 milliards sur un budget de 7 000 milliards. Donc voilà. Nous avons également à investir dans la formation, dans l'éducation, parce que nous sommes tous conscients que les jeunes que nous avons, y compris d'ailleurs ces jeunes qui sont aujourd'hui en train de prendre la route du Nicaragua, c'est des jeunes, certains sont diplômés. Moi-même, j'en ai rencontré pendant mon séjour ici. J'ai rencontré des maîtrisards, j'ai rencontré des gens qui ont eu du travail et malheureusement nous rencontrons même des gens qui ont quitté l'administration publique ou privée pour venir ici redémarrer leur vie. Donc ça veut dire que les jeunes ont perdu d'espoir. Il faut aujourd'hui ramener l'espoir. Ça veut dire investir dans des secteurs qui sont des secteurs de préoccupation des Sénégalais. Bon, donc une question parallèle. Bon, parce que vous parlez de la conjoncture. Ça, c'est par exemple, pour nous, on peut dire qu'il y a
une conjoncture internationale maintenant qui ne favorise aucun développement partout où on va. Est-ce que ça, c'est un problème qui appartient au Sénégal? Parce qu'il y a tant de chômage, il y a le prix, la hausse des prix, il y a assez de problèmes, il y a le problème de migration. Oui, mais vous parlez de la hausse des prix, c'est vrai, il y a la hausse des prix, je suis d'accord, la conjoncture elle est internationale, mais ça n'empêche pas que les gens trouvent des solutions endogènes. Quelle que soit la conjoncture, si aujourd'hui d'abord ce que vous mangez, si vous importez tout ce que vous mangez, ça veut dire que vous vous exposez davantage aux préoccupations des autres. C'est-à-dire que si là où on produit du riz, s'ils ont des problèmes, vous le subissez. Alors que si vous-même vous produisez votre riz, vous le subissez moins. Voilà un exemple très simple. Demande à un Podorois qui a l'habitude de produire du riz, on lui dit qu'aujourd'hui au Sénégal, on a peur parce que les Indiens disent qu'ils vont nous rationner en riz. Ouais. Tout simplement. Donc, ça, même si vous parlez de la conjoncture, oui, la conjoncture, elle est là, mais depuis 2020, la conjoncture est là. Nous devons produire davantage de riz. Moi, j'ai été moi-même, par exemple, en tant que ministre de l'Agriculture au niveau de Podor, mais au Podor, qu'est-ce que je rencontre? Les gens me disent, nous voulons produire, mais nous avons des problèmes pour nous financer notre production. Nous avons des problèmes pour accéder aux terres aménagées. Et les terres, là-bas, en Podor, dans le département, tu les vois à perte de vue. À Matam, c'est la même chose. Donc nous devons investir, et vous savez très bien que les paysans qui sont là-bas, mais ne peuvent pas aujourd'hui affronter un investissement de 10 millions par hectare pour aménager une parcelle. C'est pas possible. Donc nous devons investir à ce niveau et leur permettre eux d'exploiter. Les derniers investissements importants, quand vous allez là-bas, à part peut-être le MCI qui avait fait à peu près 500 hectares, c'est des investissements qui datent de l'époque où Robert Sagna a été ministre de l'Agriculture. Voilà aujourd'hui ce qu'il faut changer. Ce qu'il faut changer. Bon, donc vous avez été ministre de l'Agriculture. Bon, donc vous avez certainement eu des contacts assez importants avec ces éleveurs, ces agriculteurs et toutes ces coopératives dans le fleuve, dans toutes les régions. Maintenant, en tant que président, si vous êtes élu, toutes ces promesses qui ont été faites dans ces régions, surtout la région du fleuve, parce que... Quelle promesse? Promesse, par exemple, les routes, promesse les moyens de communication, et tout ça. Oui, on ne va pas arrêter, mais il y a un focus qu'il faut mettre, monsieur, ailleurs. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut arrêter ces projets, ça n'a pas de sens, mais il faut mettre une priorité. Aujourd'hui, les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Ils ont un problème pour manger correctement. Et aujourd'hui, donc là où on peut produire, dans le Fouta, je prends du Podor, parce que j'ai été là-bas. À Podor, vous voyez des familles de 3 générations qui partagent 0,25 hectares. Si vous connaissez un peu le Podor, vous savez très bien que c'est ça qui a lieu là-bas. Ouais. 0,25 hectares, 3 générations d'une même famille. Comment est-ce que autant de personnes peuvent travailler et se nourrir avec 0,25 hectares de terre? C'est pas possible. Il faut aujourd'hui faire un focus sur la production. Ça veut pas, il faut effectivement, quand on produit, il faut évacuer. Je suis parfaitement d'accord. Mais il faut d'abord savoir, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les gens doivent aujourd'hui d'abord produire pour eux et pour le Sénégal. Que ce soit tout, et puis maintenant, l'État doit les accompagner, parce qu'on a dit, pour ces productions, on ne peut pas le faire sans accompagnement de l'État. Moi, j'ai été avec eux, j'ai vécu, j'ai fait le tour du Sénégal. Aujourd'hui, je connais très bien la problématique aujourd'hui dans la production de riz, dans la production de légumes et dans leur transformation et par conséquent, dans le vécu du Sénégalais, qu'il soit au Fouta ou qu'il soit ailleurs. Bon, donc au niveau du Sénégal, bon, parce que le Sénégal est vu comme un pays modèle de démocratie. Donc comparer le Sénégal à certains pays voisins. Par exemple, on sait que ces derniers mois, voilà, ces dernières années, on voit un mouvement de politisation, de militarisation de certaines régions. Est-ce qu'il y aura un changement de relation au niveau régional d'abord, supposons au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce que vous tenterez améliorer pour ces pays qui sont maintenant gouvernés par les militaires au niveau de la CEDEAO, parce qu'il y a certains de ces pays ont de mauvaises relations entre la CEDEAO. Il y a une tentative de rupture de relation même entre ces pays-là et leurs pays. Qu'est-ce que vous allez envisager? Vous savez ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ces pays ont effectivement quelques soucis avec la CEDEAO. La raison est simple.
ceux qui dirigent ces pays considèrent que pendant longtemps, la CEDEAO a été muette lorsque la démocratie a été malmenée dans ces pays-là. C'est ça la vérité. Souvenez, vous prenez tous ces pays un à un. Il y a eu, avant qu'il y ait le coup d'État, aujourd'hui, une autorité civile qui était démocratiquement élue, mais pour des questions de mandat, il a voulu faire ce qu'il a voulu. Forcer un troisième mandat, punir les autres. C'est ce qui a amené cette situation. Que ce soit bon, c'est peut-être pas le cas forcément du Niger, mais si vous regardez les autres pays, c'est ça, c'est un problème de démocratie dans ces pays qui nous a amenés dans ces situations. On ne l'encourage même pas du tout. Mais je pense aussi, pour ne pas l'encourager, il faut que les dirigeants soient conscients que la démocratie, surtout quand on est élu dans un pays, il faut préserver les acquis démocratiques. C'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour ces pays. Et je pense qu'aujourd'hui, pour réconcilier la CEDEAO avec ces pays-là, il faut aussi du côté de la CEDEAO, on respecte ça. Qu'on ne soit pas là dans une sorte de syndicalisme pour protéger les gens parce qu'uniquement ils sont des présidents. Bon, donc aussi, une question parallèle. Par exemple, on sait que certains de ces pays, actuellement gouvernés par les militaires, parler même, par exemple, de certaines puissances, c'est parler d'associés. Bon, qu'est-ce que vous allez envisager pour, par exemple, renforcer les relations que certains pays de l'Afrique de l'Ouest avec la francophonie, par exemple avec la France, les États-Unis, et en même temps conserver les relations de voisinage entre le Sénégal et ces pays? Non, de toute façon, pour les questions de sécurité, moi j'étais ministre de l'Intérieur. Je considère que le Sénégal doit renforcer sa relation avec les pays voisins. D'abord, parce que les pays voisins constituent également, disons, une sorte de carapace pour le Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, si vous venez de l'intérieur de l'Afrique, accéder directement au Sénégal sans passer par le Mali, sans passer par la Guinée, sans passer par la Guinée-Bissau et sans passer par la Mauritanie. Ça, c'est déjà bon. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui constituent une carapace, il faut entretenir avec ces pays-là d'excellents rapports. Ça, c'est même pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, le Sénégal, il n'est possible d'accéder directement au Sénégal que par l'océan Atlantique. Sinon, par tous les autres pays, on a besoin également de bonnes relations avec ces, pour ne serait-ce que rassurer notre sécurité, nous-mêmes en interne. Donc, si vous regardez la poussée djihadiste, le Mali constitue un verrou pour nous. Si aujourd'hui le Mali saute, c'est directement le Sénégal qui est touché. Et puis, n'oublions pas, ces gens-là voudraient tout faire pour avoir une sortie sur l'Atlantique, sur l'océan Atlantique. Donc, nous devons tout faire pour avoir d'excellents rapports avec ces différents pays. Ça, c'est important. Déjà, bon, maintenant, le reste, également, nous devons encourager les relations entre le Sénégal et l'Occident, que ce soit la francophonie. Mais encourager ces relations, ça ne veut pas dire également ces relations où seul quelqu'un gagne, ou bien quelqu'un gagne plus que les autres. Ça doit être des relations gagnant-gagnant. Simplement. Les relations entre le Sénégal, dans la francophonie, avec l'Occident, c'est pas uniquement des relations où seules les entreprises ou bien l'Occident qui gagnent. Il faut que nous aussi on gagne. Je vous ai dit, le contraste, il est là. Le Sénégal, c'est l'un des rares pays où vous avez peut-être 6% de taux de croissance pendant 2 ou 3 ans et que vous ne voyez pas le chômage baisser. Bon, donc en tant que président élu, par exemple, on continue toujours à parler de chômage. Le chômage est probablement l'une des raisons pour lesquelles on voit ce taux de jeunes quitter le Sénégal, quitter l'Afrique, aller en Europe, aller aux États-Unis, dans des conditions très risquées. Est-ce qu'il y a réellement des solutions pour aider ces jeunes-là à ne pas quitter l'Afrique, ou bien essayer de trouver une solution pour ceux qui ont quitté l'Afrique, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont partout en Europe, et dans des conditions très médiocres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Et surtout, parce qu'il y a aussi, des zones dites, parce que les jeunes ne considèrent pas, parce que si je peux revenir derrière, il y a seule la coalition, par exemple, on dit que peut-être la coalition de l'opposition est plus concernée par les jeunes. Mais vous, en tant que jeune aussi, on vous voit comme peut-être une chance pour la jeunesse de participer au gouvernement. Bon, maintenant, la participation des jeunes au gouvernement, c'est donner à ces jeunes-là la chance de rester en Afrique, d'avoir des boulots ou d'avoir une éducation. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces jeunes-là? Non, moi je pense que déjà la jeunesse doit participer parce que vous savez, la jeunesse d'abord, quand vous prenez le cas du Sénégal, 76% de la population
à moins de 35 ans. Donc les gens que nous dirigeons, pour l'essentiel, sont des jeunes. On ne peut pas ne pas les impliquer dans la gouvernance du pays. Ces jeunes-là, aujourd'hui, quittent le Sénégal, prennent des pirogues, vont partout, vont même des fois peut-être commencent à pied, prennent par différents chemins. On s'est rappelé le chemin du désert pour aller jusqu'en Libye, avec toutes les conséquences qu'on a vues, avec l'esclavage même qui était revenu en quelque sorte. Nous avons vu également les jeunes qui prennent les pirogues directement à partir des côtes sénégalaises ou bien jusqu'à à partir de Nouadhibou. On les a vus à partir de la Gambie. Tout ça, une bonne partie, c'est des Sénégalais. Entre le 1er septembre 2023 et le 12 décembre 2023, on a recensé 14 783 Sénégalais à Tenerife. 14 783 Sénégalais à Tenerife. Aujourd'hui, si vous regardez la vague qui vient ici au Nicaragua, mais c'est des milliers de Sénégalais. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu il y a 3 jours pour quelqu'un qui a l'habitude de venir ici aux États-Unis, c'était une première pour moi. C'était une découverte de trouver des centaines de jeunes Sénégalais pendant le froid. Aujourd'hui, être devant, comment dirais à Harlem, à la 116e rue. J'ai également été chez un imam Oumar Niass, qui est un point de passage actuellement des jeunes Sénégalais qui me dit entre 2021 et 2023, plus de 6500 immigrés du Nicaragua sont passés chez lui, avec chez lui comme adresse. Une grande partie sont les Sénégalais. Avant-hier, j'ai trouvé près de 200 Sénégalais qui sont chez lui, 200 jeunes Sénégalais. J'ai même rencontré des gens qui sont arrivés le même jour quand je suis venu. Et quand j'ai discuté avec ces gens, aujourd'hui, qui dépensent entre 5 et 8 millions pour venir ici, ils me disent que nous avons perdu tout espoir. Donc c'est parce qu'on n'a plus d'espoir. Les jeunes qui viennent ici, la moyenne, quand on a regardé, en général, c'est des jeunes qui ont peut-être jusqu'à 45 ans. Donc ils sont très nombreux à venir ici, aujourd'hui. Il faut, aujourd'hui, ramener l'espoir chez cette jeunesse-là. En vérité, elle est là. C'est bien beau de faire des discours, mais ces jeunes-là, tant qu'ils n'auront pas trouvé des activités qui leur permettent de s'occuper, ils viendront ici. Et s'occuper, quand je dis s'occuper également, parce que nous tous, on a eu cet âge-là, on a eu la chance peut-être de travailler à 24 ans. Ces jeunes jusqu'à 35, 45 ans, ils travaillent pas. Comment est-ce que vous voulez les maintenir? Il faut leur trouver du travail. Et aujourd'hui, le meilleur moyen pour trouver à ces jeunes du travail et rapidement, c'est de l'investissement dans le secteur primaire. C'est dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche. Enchaîner ça avec de la transformation dans ces secteurs, dans n'importe quel. Vous prenez l'élevage, on peut enchaîner. Moi, je suis du Jolof. Je connais le potentiel. Nous sommes tous conscients qu'à un certain moment, on verse du lait pendant l'hivernage, ou bien on le remet aux vaches. Ça, nous avons tous vécu aujourd'hui. Et pourtant, on peut bien développer l'industrie autour de l'élevage. C'est quoi? C'est l'industrie, c'est la tannerie, c'est l'industrie des pots, c'est également même l'industrie de la viande au Sénégal. Donc voilà un peu ce que nous devons faire. Nous avons également la possibilité de faire l'industrie de transformation des produits halieutiques. Vous savez très bien comme moi, si vous connaissez bien Saint-Louis ou bien comment dirais-je, Kayar, que des fois quand il y a surplus, d'ailleurs maintenant c'est même devenu rare d'ailleurs parce qu'aujourd'hui une bonne partie des jeunes prennent les pirogues et partent parce qu'il n'y a plus la ressource. Il faut que la ressource vienne et une fois que les gens ont qu'on puisse transformer la ressource. Mon cher, au Sénégal, nous avons recensé dans le dernier recensement qu'il y a 18 millions de Sénégalais. Les 9 millions ont moins de 19 ans. Sur les 9 millions au moins il n'y a que 4 millions qui sont à l'école. Où sont les 5 autres millions? 4 millions, je parle de chiffres officiels. Hein. Où sont les 5 autres millions? Il faut s'en occuper. C'est vrai. Voilà, il faut s'en occuper. Voilà un peu l'explication. Il faut ramener l'espoir. Voilà. Bon, vous avez été ministre de l'Intérieur. Donc, en tant que président élu dans votre gouvernement, est-ce que vous envisagez de donner une nouvelle image de ce que la justice doit être vue au Sénégal? Parce qu'on reproche à l'actuel gouvernement d'utiliser la justice, d'utiliser par exemple tous les pouvoirs pour empêcher par exemple l'opposition ou empêcher par exemple les autres d'être des citoyens corrects. Par exemple, on parle des événements ces dernières 3 années. Qu'est-ce que vous envisagez de faire de la justice
de la sécurité au Sénégal pour que ce soit, par exemple, une justice pour tout le monde, une sécurité pour tout le monde, etc., si vous êtes élu président? Moi, si je suis élu, cette perception changera. Parce que je suis convaincu que d'abord, on ne peut pas avoir une vraie démocratie si la justice n'est pas juste. Si les gens ont le sentiment qu'il y a une justice à 2 vitesses ou à 3 vitesses, il y a la justice pour les uns, la justice pour les autres. Il faut aujourd'hui qu'il y ait justice pour tous les Sénégalais. Donc, il faut mettre la justice en dehors des querelles partisanes, notamment partisanes politiques. Ça, c'est mes convictions. Il faut le faire. Il faut que les gens aient une bonne perception. Sans la justice, on ne peut pas parler de vraie démocratie. Bon, vous écoutez toujours la radio Dioul Sarr. Nous avons comme invité le candidat aux élections présidentielles, Ali Ngouille Ndiaye. Donc, Monsieur le Président, une question aussi en relation avec la démocratie. En tant que ministre de l'Intérieur, si vous êtes élu président, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur sur les élections? Par exemple, on sait que le 28 novembre, le Conseil constitutionnel au Sénégal par exemple, a arrêté le dépôt du dossier. Bon, donc, dans le passé, est-ce que vous avez appris quelque chose qui vont vous donner une idée comment encore rendre le Conseil constitutionnel sous votre direction plus légitime, plus neutre? Bon, disons que c'est vrai, j'ai été ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est avec moi que le parrainage avait démarré. C'est moi-même. Je connais très bien. Je l'ai défendu. Bon, mais malheureusement, ce que nous voyons, en tout cas pour cette élection, c'est que le parrainage commence à être dévoyé. Donc, on y reviendra certainement dans les jours à venir, quand nous aurons fini, parce que quand on faisait le parrainage, on devait s'attendre à ce que, au Sénégal, qu'on puisse avoir un nombre limité de candidats. Vous voyez, c'est la première fois aujourd'hui, malgré le parrainage, qu'on est 93 candidats à la candidature aujourd'hui. C'est des problèmes. Le Conseil constitutionnel a mis une approche pour apprécier les candidats à la candidature. Aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup de choses à dire, mais on attendra que ça finisse parce que je sais très bien ce qui se passe actuellement en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur parce que j'ai quand même occupé ce poste-là pendant 3 ans. J'ai organisé les élections dans l'esprit et dans la lettre. Je sais pourquoi on avait mis le parrainage. Est-ce que cet esprit est aujourd'hui respecté? Je ne suis pas sûr. Je peux même dire que non. Mais ça, peut-être, on y reviendra peut-être dans les jours à venir. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, à mon avis, d'abord, ce qu'il doit faire, c'est protéger l'électeur, protéger les Sénégalais, qu'ils soient candidats si les conditions sont respectées. Et j'espère que le Conseil le fera à l'arrivée. On attendra de voir le 20, à l'issue de la publication, ce que le Conseil va dire. D'accord. Donc, une dernière question. Bon, c'est une question quand même qu'on veut savoir. Bon, si par exemple les élections nous amènent à un deuxième tour, supposons que M. Ali Ngouille Ndiaye est le candidat au deuxième tour. Est-ce que vous pensez que le candidat de APR, s'il ne va pas au deuxième tour, il va vous soutenir? Ou vice-versa? Bon, vous savez, moi, je me mets d'abord à un autre niveau, très sincèrement. Ouais. Moi, je considère qu'une élection, c'est une élection du peuple sénégalais. Élection du peuple sénégalais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un programme à proposer au peuple sénégalais qui, compte tenu de notre vécu, compte tenu de notre passage, apprécie la véracité de ce que nous disons. C'est surtout ça qui est important. Et nous attendons que le peuple vote pour nous pour qu'on aille au deuxième tour. Au deuxième tour, les Sénégalais, comme ils l'ont déjà fait par le passé, voteront pour celui chez qui ils ont le plus espoir. Que le leader, quel que soit son parti, soit ou contre, avec ou contre, ça n'empêcheront pas les Sénégalais. Parce qu'on l'a déjà vécu, n'oubliez pas. Donc c'est pas ça qui est important. En tout cas, dans le vécu, vous vous rappelez 2000 les leaders n'ont pas amené les Sénégalais quand ils changeaient Abdou Diouf. Hein. C'est le peuple sénégalais mûr qui avait considéré que ça n'était fini pour lui. En 2012, c'est la même chose. C'est pas ce que les leaders pensent qui est important. C'est le peuple sénégalais mature aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que dans cette élection, nous devons vendre quelque chose au peuple sénégalais. Ceux qui sont qualifiés, vendre quelque chose au peuple sénégalais. Et c'est ce peuple sénégalais-là qui doit, en toute conscience, comme elle a eu à le faire par le passé,
choisira. Vraiment, ce n'est pas le choix d'un leader ou autre, moi qui m'intéresse dans ce cas. Si je suis élu, je continuerai à expliquer au peuple sénégalais ce que je veux faire dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans l'industrie, dans l'éducation, ce que je veux faire pour ramener l'espoir dans ce pays, ce que je veux faire pour que les Sénégalais soient réconciliés avec eux-mêmes. C'est ça que j'attends du peuple. Je ne l'attends d'aucun parti. Je vous dis, moi, je l'attends du peuple sénégalais. Monsieur le Président, merci de votre précieux temps et surtout merci d'avoir accepté de rencontrer Radio Djawar. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez... Non, mais merci beaucoup. Je vous remercie. C'est vous-même qui me donnez l'opportunité de parler avec la communauté, qu'elle soit ici, qu'elle soit également au Sénégal, qu'elle soit en Mauritanie. En tout cas, mes ambitions sont là et je veux bien, Inch'Allah, si au soir du 25 février, je suis élu, mettre en œuvre pour que, comme j'ai dit, l'engagement que moi j'ai pris dans mon programme, c'est l'objectif, la souveraineté alimentaire au terme de mon premier mandat. Je vous remercie. Merci, Seydi Ndiaye Adjaram. Ndiaram.